Nous poursuivons l'étude de la cellule et l'espèce de portrait robot que nous en faisons par la description du réseau filamenteux ou cytosquelette qui a une importance capitale dans le maintien de la forme et la fonction des différents types de cellules. Les cellules de l'organisme sont caractérisées par une très grande diversité structurelle, par une très grande diversité aussi de formes, mais une cellule donnée a une forme définie, une organisation interne caractéristique, et on sait que certaines cellules sont douées de mobilité. Tout ça, cette mobilité, cette conservation de la forme, la mobilisation des organites intracellulaires est liée à une structure qu'on appelle le cytosquelette. Et ce cytosquelette, c'est en fait un réseau de filaments cytoplasmiques. Alors le terme est peut-être pas très bon, parce que squelette, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement dur, rigide, alors qu'en réalité, ce cytosquelette est caractérisé par une extrême dynamique des changements incessants. Et en fait, un état permanent d'assemblage, de désassemblage, avec des périodes de stabilité qui permettent ces fonctions spécifiques. Ce réseau de filaments est constitué de 3 composants élémentaires, qui diffèrent par leur diamètre, par leurs protéines. Ce sont les microtubules, les microfilaments et une 3e catégorie que l'on appelle les filaments intermédiaires. Mais on va voir ces 3 éléments, mais il faut retenir, encore une fois, que ce cytosquelette forme une structure très dynamique, responsable de beaucoup de propriétés fondamentales de la cellule, et que ces éléments jouent un rôle essentiel dans la physiologie cellulaire. Le premier élément tube cylindrique de 24 nanomètres de diamètre, dont la longueur est extrêmement variable et peut atteindre quelques centaines de micromètres dans certaines cellules. Ce microtubule est formé d'éléments hétérodimériques composés de monomères alpha et de monomères bêta. Donc ce sont des hétérodimères de tubuline alpha et bêta. Ces monomères sont des protéines globulaires de 4 nanomètres de diamètre, formées d'environ 500 acides aminés. Chaque hétérodimère de tubuline fixe 2 molécules de guanosine triphosphate ou GTP. L'alpha, le monomère alpha, fixe le GTP de façon irréversible et ne l'hydrolyse pas, alors que le monomère bêta fixe le GTP de façon réversible et va pouvoir l'hydrolyser en GDP. La tubuline alpha et la tubuline bêta vont s'associer donc pour donner naissance aux hétérodimères qui se polymérisent en protofilaments. Il y a un empilement, tête contre queue, en une file rectiligne de ces hétérodimères, et donc la file va constituer un protofilament. Un microtubule est constitué de 13 protofilaments qui sont juxtaposés. Alors il y a un certain décalage dans les hétérodimères de 2 protofilaments adjacents, et donc il existe une polarité structurale. Un bout du microtubule est bordé d'alpha-tubuline, l'autre de bêta, et on dit qu'il y a un bout négatif, un pôle négatif, et un pôle positif. Vous voyez dans la partie droite de la diapositive différentes schématisations d'un microtubule, donc une coupe transversale en haut, une image tridimensionnelle avec les protofilaments juxtaposés et les hétérodimères d'alpha et bêta tubuline, et puis, dans la partie basse, un microtubule qui est déplié en quelque sorte, où l'on voit les 13 protofilaments juxtaposés, donc qui, lorsqu'ils sont fermés, constituent la paroi du microtubule. Il faut bien savoir que la molécule qui est à l'origine de ce microtubule, c'est-à-dire la tubuline, se trouve en solution dans le cytoplasme et qu'elle constitue donc une sorte de réserve pour la construction de nouveaux microtubules. D'autres images d'un microtubule où l'on retrouve les 13 protofilaments, l'alternance des hétérodimères avec la tubuline alpha, la tubuline bêta.
La formation et la dynamique des microtubules est particulière. Cette formation se fait à partir d'une structure qu'on appelle le centre organisateur des microtubules, ou centrosome, qu'on appelle aussi, en utilisant les lettres MTOC. Et en fait, le rôle principal de ce centre organisateur des microtubules, donc MTOC, est la nucléation et l'assemblage des microtubules. On admet que l'extrémité moins du microtubule est ancrée au centre organisateur et qu'il va y avoir adjonction progressive de tubulines, alpha, bêta, des hétérodimères, à l'autre partie, l'autre extrémité, l'extrémité distale qui est dite extrémité plus. Alors bien sûr, cela nécessite des protéines associées. Il y en a deux que l'on cite volontiers, mais en fait c'est plus compliqué que ça, il y en a beaucoup d'autres. La tubuline gamma et la péricentrine. Par contre, on ne connaît pas vraiment bien le mécanisme d'action de ces protéines pour favoriser la formation de ces microtubules. La dynamique des microtubules, en fait, c'est la capacité de ces microtubules à croître, à rapetisser rapidement, et donc à assurer une restauration rapide des structures qui sont constituées de ces microtubules. En fait, le temps de vie d'un microtubule est assez bref, de l'ordre de 10 minutes, et il y a donc en permanence assemblage, démantèlement des microtubules qui s'effectuent par soustraction et addition des hétérodimères alpha-bêta aux extrémités. Alors en principe, l'adjonction se fait à l'extrémité dite positive, plus, et la soustraction se fait à l'extrémité moins, mais cela en fait dépend considérablement de la concentration locale en tubuline. Donc c'est cette tubuline en solution dans le milieu aqueux de la cellule qui va diriger en quelque sorte la formation ou la destruction des microtubules. Si la concentration dépasse un certain seuil, les dimères se polymérisent, forment les protofilaments et ensuite le microtubule. Si au contraire cette concentration en tubuline est inférieure à ce seuil, eh bien les microtubules vont se dépolymériser et le microtubule va donc se dégrader. Lors de la croissance, les dimères de tubuline garnis de GTP vont gagner le bout des microtubules. Et une fois intégré au microtubule, le GTP fixé donc au monomère bêta est hydrolysé en GDP. En fait, le bout des microtubules comporte donc des dimères chargés en GTP et l'immense majorité du microtubule, donc la partie centrale, est faite de dimères dont le site échangeable de tubuline bêta est chargé en GDP. Les dimères forment donc d'abord les protofilaments, puis ceux-ci vont s'aligner pour former un feuillet et ensuite se fermer pour former la paroi du microtubule. Donc cette instabilité dynamique existe et fait que les microtubules grandissent en même temps que leurs voisins se raccourcissent. Et un microtubule donné va passer par des phases successives de croissance, de raccourcissement. En général, la croissance est lente et le raccourcissement rapide, et donc cela peut s'enchaîner en des cycles qui se succèdent. Certaines drogues agissent spécifiquement sur les microtubules. J'en ai cité trois ici, la colchicine, la vinblastine, le taxol, qui ont des utilisations totalement différentes. La colchicine est utilisée en biologie cellulaire dans les laboratoires, alors que les deux autres, vinblastine et taxol, sont des drogues utilisées en chimiothérapie anticancéreuse. Effectivement, dans ces modalités thérapeutiques, ce qu'on cherche à faire, c'est à détruire les cellules cancéreuses ou à les empêcher de se diviser. Et en utilisant ces drogues qui agissent sur les microtubules, eh bien, on va aboutir à la mort des cellules, puisque le taxol, la vinblastine, à des concentrations variables, vont agir soit en figeant les microtubules, c'est-à-dire en empêchant leur fonctionnement, soit en les dépolymérisant, et là aussi bien évidemment ça empêche leur fonctionnement. Et donc tous les processus cellulaires, toutes les fonctions cellulaires qui dépendent de ce cytosquelette et des microtubules vont être empêchées, et en particulier la mitose qui va être complètement bloquée. D'où l'intérêt de ces différentes drogues utilisées en chimiothérapie contre le cancer.
Sur cette figure, on revoit encore une fois les différents processus qui aboutissent à la formation du microtubule, en partant en haut à gauche du dimère de tubuline, alpha-bêta, du protofilament, du feuillet associant les différents protofilaments, de la fermeture, et vous voyez que l'adjonction ou le raccourcissement vont se faire, donc adjonction essentiellement à l'extrémité plus, raccourcissement aux deux extrémités lorsque le microtubule est le siège d'une dégradation rapide. Il existe de très nombreuses protéines qui sont associées au microtubule. Donc la constitution du microtubule, c'est l'alpha et la bêta-tubuline. On a vu déjà qu'il y avait d'autres molécules qui étaient intéressantes et qui étaient utiles pour la construction du microtubule. Et là, on décrit tout un ensemble de protéines qui vont servir à différentes fonctions dans les microtubules. Alors ces protéines, on les appelle des MAP. MAP, ça veut dire simplement protéines associées au microtubule. Il y a donc des MAP d'assemblage, où en général ce sont des protéines qui possèdent deux domaines, un qui se fixe au microtubule et l'autre qui se fixe soit à d'autres microtubules, soit à des filaments intermédiaires, soit aux membranes. Parmi ces MAP d'assemblage, il faut citer les protéines Tau qui associent les microtubules entre eux et permet la formation de fuseaux épais. Et donc ça donne en fait une grande stabilité aux microtubules qui sont associés à ces protéines Tau. C'est le cas en particulier des microtubules qu'on voit dans les axones des neurones. Il existe par ailleurs des MAP dits de stabilisation. Ils recouvrent la face externe d'un microtubule et donc vont empêcher la dépolymérisation. Mais quand ces MAP de stabilisation sont phosphorylés, eh bien, ils ne peuvent plus se fixer au microtubule et donc ce microtubule peut être soumis très facilement à la dégradation. Il existe enfin des MAP dits de mobilisation. Ces MAP de mobilisation sont de deux types. Il y a deux molécules, deux protéines différentes. La kinésine, qui est une protéine de 380 kDa environ, constituée de deux chaînes lourdes et d'une légère, et qui va exercer une force. C'est en quelque sorte un moteur moléculaire de nature protéique, qui est dirigé vers l'extrémité plus, vers le bout positif du microtubule. À l'opposé, existe une autre protéine qui est la dinéine. En fait, il y a plusieurs catégories de dinéines. Il y en a qui sont dans la cellule elle-même, d'autres qui sont dans les flagelles, par exemple, de certaines cellules. Ce sont des protéines très très volumineuses, plus de 1000 kDa, et là, la force qu'elles exercent est dirigée vers l'extrémité négative du microtubule. Dans la cellule, on trouve différents types de microtubules. Des microtubules labiles. Ces microtubules labiles, ils se disposent dans la cellule de façon variable, parallèle entre eux ou pas. Ils se présentent sous la membrane cellulaire, en rapport étroit avec d'autres éléments du cytosquelette. Éventuellement, ils sont dans l'axe des prolongements cellulaires. Et ce sont eux qui sont en équilibre dynamique avec le pool des monomères de tubuline dans le cytoplasme. Donc équilibre qui est rompu au cours des différentes phases d'activité de la cellule lorsqu'il faut construire un édifice microtubulaire, par exemple, au cours de la mitose. Et puis, il existe des microtubules stables, c'est-à-dire des constructions qui restent pendant toute la vie de la cellule. Alors bien sûr, les protéines qui les constituent se modifient et sont changées, puisque les protéines, comme n'importe quelle autre structure, ont une durée de vie limitée, mais on les considère quand même, à l'échelle du temps de vie d'une cellule, comme des structures stables. En particulier, ce sont les centrioles, on les verra à propos de l'étude des organites intracellulaires, ce sont les cils, dont on parlera longuement à propos du tissu épithélial, ce sont aussi les flagelles. Dernier mot, pour vous signaler l'existence d'une pathologie tout à fait particulière qui atteint les microtubules, qui s'appelle le syndrome de Cartagéner, et qui associe d'une façon curieuse des infections respiratoires, donc des pneumopathies, des bronchites récurrentes, récidivantes, et une stérilité. Il y a parfois aussi des anomalies de l'embryogénèse
avec des dispositions anormales des organes. On a longtemps hésité pour comprendre pourquoi s'associer des infections respiratoires à une stérilité. Et puis, on a fini par trouver ce qui expliquait ces symptômes apparemment contradictoires. Eh bien, c'est le défaut de mobilisation des cils de l'épithélium respiratoire, ce qui conduit à des infections à répétition, et le défaut de mobilisation des spermatozoïdes ou de l'ovule, parce qu'il n'y a pas plus de cils, ou les cils qui sont situés sur les cellules épithéliales des trompes sont altérés et non fonctionnels. Pourquoi les cils ou les flagelles des spermatozoïdes sont non fonctionnels? Eh bien parce que dans ce syndrome de Cartagener, les microtubules ne sont pas fonctionnels, il manque un certain nombre de protéines qui permettent d'assurer leur structure ou leur fonction. Voici une image que l'on reverra tout à l'heure qui montre les différents types de moteurs moléculaires. Vous voyez le gros élément rouge et jaune qui est un microtubule, et ce microtubule donc, est associé à deux molécules motrices, la kinésine et la dinéine, dont chacune agit dans un sens différent, comme on l'a dit il y a un instant. Dernière image qui concerne les microtubules. Il s'agit ici d'une immunofluorescence, donc de cellules, où on a mis en évidence le système microtubulaire grâce à l'imprégnation avec un anticorps dirigé contre la tubuline. On voit donc le réseau, la partie ronde où le réseau est un peu moins dense, c'est simplement le noyau de la cellule. C'est celle-ci la dernière image, où l'on voit, là encore, grâce à la microscopie à fluorescence et à l'immunocytochimie, des microtubules, deux cellules épithéliales à gauche et au milieu, en interphase et en mitose. On voit très bien le fuseau mitotique dans la partie gauche et basse de la figure. Ce qui est bleu en A, c'est le noyau. En dessous, ce sont les chromosomes. Reconstruction 3D dans la partie B, et c'est les microtubules de cellules végétales. Ici, il s'agissait de maïs. Le deuxième élément du cytosquelette, ce sont les microfilaments d'actine. On dit parfois microfilaments fins d'actine. Ce sont des structures qui existent dans toutes les cellules, puisque c'est la protéine intracellulaire qui est prédominante dans les cellules eucaryotes. L'actine représente environ 10% du poids des cellules musculaires et 1 à 5% dans les autres cellules. Donc cette actine va former des longs polymères hélicoïdaux. En fait, la molécule de base, c'est le monomère d'actine, qui a 375 acides aminés, qu'on appelle l'actine G, qui est un monomère globulaire qui comprend un anion magnésium séquestré dans de l'ATP ou de l'ADP. Ces monomères d'actine G vont s'assembler en longs polymères hélicoïdaux d'actine dite F, F comme filamenteux, et cette association, cet assemblage, se fait en présence d'ions magnésium, potassium, sodium. L'hydrolyse de l'ATP accompagne cette polymérisation, la favorise, influence sa cinétique. L'actine F est donc un polymère hélicoïdal formé de protomères identiques, mais cette actine F va posséder aussi une polarité structurelle et fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va décrire, comme tout à l'heure pour les microtubules, une extrémité plus et une extrémité moins. Alors, le cytosquelette se compose de faisceaux, de réseaux de filaments qui ont un rôle dans la charpente, dans le maintien de la forme ou dans la déformation de la cellule. Dans ces faisceaux, les filaments sont accolés parallèlement, de façon compacte, et dans les réseaux, les filaments peuvent se croiser, parfois angle droit, parfois d'une autre façon. On décrit éventuellement plusieurs réseaux, un bidimensionnel réticulé, plan, qui est associé à la membrane, donc qui est en périphérie de la cellule, et puis un autre réseau plus important quantitativement, qui occupe tout l'intérieur de la cellule, qui est un réseau tridimensionnel. La formation des microfilaments fins d'actine, comme tout à l'heure, les microfilaments ici sont constamment en train de se modifier, de raccourcir ou de grandir, et donc les faisceaux,
les réseaux vont en permanence se former, se dissoudre, se reformer. La polymérisation de l'actine passe par 3 phases. Une période dite de latence, où l'actine G, l'actine globulaire, s'agrège lentement en petits oligomères instables. C'est ce qu'on voit dans la partie gauche de la figure. Et puis, il y a une nucléation, donc une agrégation plus importante des monomères d'actine G, et un allongement par addition d'actine aux 2 extrémités de ces monomères, aux 2 bouts, comme on le voit dans la partie moyenne de la figure. Au fur et à mesure que le filament d'actine F s'allonge, la concentration en actine G de l'environnement va diminuer jusqu'à ce qu'il y a un équilibre, un état stationnaire. Cet état stationnaire, il est dynamique, en ce sens qu'il y a adjonction et soustraction des monomères d'actine, donc stabilité, en quelque sorte, du filament d'actine. Alors, la polymérisation de l'actine s'accompagne toujours d'une hydrolyse de l'ATP, et donc les filaments sont constitués en réalité d'actine F liée à de l'ADP. On ne retrouve l'ATP lié à l'actine F qu'aux extrémités de ce filament d'actine. Comme tout à l'heure, les 2 bouts sont différents, donc un positif, un négatif, et comme tout à l'heure, l'adjonction des monomères se fait surtout au bout positif, la soustraction se fait surtout au bout négatif. Bien sûr, là encore, ça va dépendre de la concentration locale en actine. Voici un résumé de cette dynamique des microfilaments, avec donc assemblage, démantèlement par addition ou soustraction de l'actine G aux extrémités. Là encore, comme je l'ai dit, ça dépend de la concentration d'actine G. Et donc, il y a des alternances de phases de croissance et de raccourcissement. On a décrit également des substances chimiques qui agissent sur les microfilaments fins d'actine et qui empêchent leur fonctionnement, soit en les dégradant, en provoquant la dépolymérisation des filaments d'actine, soit en empêchant la polymérisation. J'ai cité ici 2 de ces substances, la cytocalasine, qui est un alcaloïde tiré de certains champignons, ou la phalloïdine, également tirée de champignons, qui ont à peu près la même action, mais ce sont des substances que l'on n'utilise pas en thérapeutique, qui sont extrêmement toxiques. Il existe de très nombreuses protéines qui sont associées aux microfilaments. Des protéines qui régulent l'élongation, comme la thymosine bêta-4, qui se lie à l'actine G, l'actine monomérique, qui va en quelque sorte séquestrer cette actine G et donc l'empêcher de se polymériser, donc empêcher la formation d'un filament fin d'actine. Une autre molécule, la prophyline, s'attache aux monomères qui ont de l'ATP, et donc ça va ajuster en quelque sorte la quantité d'actine libre, d'actine de réserve. En fait, ça agit directement sur la thymosine bêta-4 et ça va donc libérer en quelque sorte l'actine G de cette thymosine. Donc la rendre disponible finalement pour la polymérisation et pour la fabrication des filaments d'actine. À côté de ces protéines de régulation de l'élongation, il y a des protéines de désagrégation qui vont donc ajuster la longueur du filament en coupant ce filament en petits morceaux, comme la gelsoline, qui se fixe à l'extrémité plus. Il y a des protéines de stabilisation, CAPZ, qui s'attachent au bout positif des filaments, comme la tropomoduline, elle qui s'attache à l'inverse au bout moins. Il y a des protéines de pontage, comme la fimbrine, qui permet l'organisation et le maintien des filaments d'actine en réseau. Donc pour la fimbrine, ce sont des réseaux où les filaments sont parallèles les uns aux autres. La filamine, ça forme au contraire des réseaux où les filaments fins sont plutôt perpendiculaires, et donc c'est plutôt sous la membrane qu'on va les voir. Il existe également des protéines
qui vont permettre la contraction, c'est ici la myosine, et enfin des protéines d'ancrage qu'on verra plus longuement lorsqu'on étudiera l'adhérence cellulaire, donc la taline, la vinculine, l'alpha-actinine, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Dans la partie droite de la diapositive, vous voyez donc un filament d'actine avec des protéines dites de pontage qui vont permettre la réticulation, qui vont permettre donc l'organisation des filaments d'actine les uns par rapport aux autres. On a déjà vu cette image, ici elle est présentée pour visualiser le filament d'actine en jaune clair et la protéine motrice qui est la myosine qui va donc parcourir ce filament d'actine. La troisième et dernière catégorie de constituants du cytosquelette, ce sont les filaments qu'on appelle intermédiaires. Et on les appelle intermédiaires tout simplement parce que leur taille est intermédiaire entre les microtubules et les filaments fins d'actine. On avait 24 nanomètres pour les microtubules et on a 7 nanomètres pour les filaments d'actine. Ici, donc, ce sont des structures dont la taille est de l'ordre de 10 nanomètres d'épaisseur. Ces filaments intermédiaires sont présents également dans toutes les cellules eucaryotes et en fait, ce sont certainement les structures les plus abondantes parmi les trois qu'on a cités jusqu'à présent. Il y a probablement 10 fois plus de filaments intermédiaires en quantité que de microtubules ou de filaments d'actine. Ils forment des réseaux, ils forment des faisceaux et ils ont également un rôle structural au niveau de la membrane ou au niveau des organites intracellulaires. Mais ils ne participent pas à la mobilité cellulaire et ils ont une caractéristique particulière qui s'oppose en quelque sorte aux microtubules et aux microfilaments, c'est qu'ils sont stables. Ils ne sont pas doués comme les autres de procédés d'assemblage et de désassemblage continuels. Donc l'assemblage est irréversible, il n'y a pas d'équilibre dynamique. Alors sur le plan de la structure, ce sont des structures qui comportent un noyau central hélicoïdal encadré par des domaines N et C terminaux qui sont globulaires. Ces hétérodimères sont associés entre eux pour former des tétramères qui s'agrègent et les tétramères forment des filaments et des fibrilles. Il n'y a en principe pas de réserve de filaments intermédiaires non polymérisés, comme c'était le cas par exemple pour la tubuline ou pour l'actine. Alors on décrit un certain nombre de types différents de filaments intermédiaires. Les plus nombreux peut-être, les plus fréquemment rencontrés, ce sont les types 1 et type 2 qui constituent en fait les filaments de kératine. Donc, type 1, c'est kératine acide, type 2, c'est kératine basique, et ce sont des protéines que l'on voit essentiellement dans les cellules épithéliales. Ce sont des substances qui sont caractéristiques des épithéliums. Alors, ces filaments de kératine, ce sont aussi des hétérodimères, la plupart du temps constitués d'une kératine acide et d'une kératine basique. Et il n'y a que ces hétérodimères qui peuvent se polymériser et donc donner naissance aux filaments intermédiaires. Alors en réalité, il y a énormément de kératines différentes, plus d'une vingtaine de sortes différentes, et dans les structures de notre organisme, on a beaucoup d'espèces de kératines différentes. Par exemple, dans les cheveux, il y a une dizaine d'espèces de kératines différentes. Dans les cellules épithéliales, il y en a une vingtaine. Donc chaque cellule, chaque structure exprime une combinaison de kératine qui est assez caractéristique. Ces filaments intermédiaires de kératine se disposent en faisceaux épais et vont constituer ce qu'on appelle en morphologie les tonofilaments, du fait justement qu'ils sont épais, qu'on les voit en microscopie optique. Ils sont connectés au système de jonction entre les cellules et ça forme donc des liaisons entre les points d'ancrage entre les cellules. Ça va conférer
une certaine élasticité, une certaine rigidité. Les deux mots paraissent incompatibles, mais en fait, dans une cellule, les deux peuvent s'utiliser. Et ça confère également une certaine solidité aux cellules qui en sont constituées. Je disais tout à l'heure que la kératine était spécifique du tissu épithélial, et sa mise en évidence est un moyen d'identifier l'origine d'une cellule tumorale, par exemple, une cellule maligne, dont on ne pourrait pas, par la simple morphologie, reconnaître sa provenance. On a parfois des cellules tumorales qui sont extrêmement dystrophiques, et on ne sait pas si ce sont des cellules d'origine épithéliale ou d'origine conjonctive ou d'origine nerveuse. Et la solution, si l'on veut affiner la description des cellules, c'est de savoir si ces cellules contiennent ou non de la kératine. Donc on fait agir un anticorps dirigé contre la kératine, on fait une réaction d'immunocytochimie, et si cette réaction est positive, c'est-à-dire s'il y a de la kératine dans la cellule, on peut être sûr que cette cellule est d'origine épithéliale, ce qui donc permet d'affiner le diagnostic et éventuellement de proposer des thérapeutiques spécifiques. Le troisième type de filament intermédiaire est une association de différentes molécules. On a des filaments intermédiaires constitués de vimentine. Cette vimentine est typique des cellules mésenchymateuses, donc des fibroblastes, des cellules musculaires, des cellules cartilagineuses par exemple. Et donc c'est un moyen aussi de reconnaître cette origine mésenchymateuse à des cellules qu'on ne pourrait pas identifier. Là encore, ça forme des fibres qui s'insèrent sur la membrane des cellules et dont le rôle est de maintenir en place le noyau, les organites. Deuxième catégorie de filaments intermédiaires de type 3, ceux qui sont constitués de desmine. Là encore, spécificité, on ne trouve cette desmine que dans les cellules musculaires. Ça constitue une sorte d'échafaudage perpendiculaire au grand axe de la cellule. Ça va se fixer sur certaines structures des cellules musculaires, par exemple les cordances des cellules musculaires lisses, et ça va maintenir en place l'appareil contractile. Troisième catégorie, toujours dans ce type 3, la protéine gliofibrillaire acide, dite aussi GFAP. Cette protéine gliofibrillaire acide est spécifique de certaines cellules du tissu nerveux, certaines cellules gliales qu'on appelle les astrocytes. Et ça constitue donc les filaments, l'intérieur des filaments de ces cellules gliales. Dernière catégorie, la périphérine, qui est présente dans certains neurones du système nerveux central. Le quatrième type, ce sont soit des protéines qui sont dites constitutives des neurofilaments, donc on a des filaments intermédiaires faits de ces protéines, et comme le nom l'indique, eh bien, ce sont des structures qu'on voit dans les neurones qui renforcent les axones en association avec les microtubules. La nestine et l'internexine sont également constitutives de filaments intermédiaires de type 4. J'ai cité les lamines, mais ces lamines, en fait, elles n'existent pas dans le cytoplasme, j'ai cité leur nom simplement pour mémoire, on les retrouvera constitutives du nucléosquelette. Donc il faudra vous rappeler, lorsqu'on parlera du nucléosquelette, que les lamines font partie des filaments intermédiaires et que ça constitue le type 5 de ces filaments intermédiaires. Voici quelques images d'immunofluorescence, donc microscopie en fluorescence, réaction antigène-anticorps avec des anticorps dirigés contre la vimentine et les microtubules, par exemple dans l'image de gauche, le noyau et la structure ovalaire bleue. À droite, donc, on n'a que de la vimentine en fluorescence verte. Une autre image, celle-ci mettant en évidence la kératine, et là encore c'est toujours le même principe, anticorps dirigés contre la kératine, révélation par immunofluorescence, et vous voyez le réseau filamenteux avec une partie un peu plus claire qui correspond au noyau. J'ai déjà cité un certain nombre de rôles du cytosquelette, on va les rappeler brièvement.
ce cytosquelette va interagir avec la membrane plasmique et va donc permettre les mouvements ou le maintien de la forme de la cellule. Ce cytosquelette fait partie intégrante de la structure du cile vibratile et donc va intervenir dans les propriétés de ces cils, donc propriétés de mobilisation pour le spermatozoïde par exemple, les flagelles, propriétés de migration des poussières dans l'épithélium respiratoire. Le cytosquelette forme aussi, en particulier les filaments fins d'actine, l'axe des microvillosités et donc permet de maintenir la forme de ces microvillosités. On va revoir ce cytosquelette au niveau du système de division mitotique. On le reverra aussi dans le transport axonal et bien sûr dans le mouvement des différents organites. Pour terminer cette image qui reprend les trois éléments, l'actine à gauche, les filaments intermédiaires au milieu et les microtubules à droite. Donc vous voyez la différence de taille sur les dessins dans la partie haute de la figure, avec l'élément le plus volumineux, du moins dont le diamètre est le plus important, ce sont les microtubules. En microscopie électronique, on revoit ces différences de taille. Et en immunofluorescence, donc vous avez les aspects, là il n'y a pas de différence très importante puisque en fait les différents constituants de ce cytosquelette peuvent former le même type de réseau. Donc il y a bien sûr la reconnaissance se fait parce qu'on sait à quel anticorps a permis d'obtenir ce type d'image. Voilà une très belle image où l'on voit des cellules en culture, où le noyau est coloré en bleu, et dans le cytoplasme, les trois éléments du cytosquelette apparaissent. En rouge, de la kératine, donc des filaments intermédiaires, qui forment l'immense majorité de ce que l'on observe, mais vous distinguez également des filaments jaunes et des filaments verts qui correspondent aux microtubules et aux filaments d'actine. Donc ici, il s'agit d'une technique particulièrement sophistiquée qui fait agir au moins 3 anticorps, plus un colorant spécifique du noyau, mais c'est des choses que l'on peut faire et qui donnent des résultats extrêmement beaux visuellement.